Donc, on a contacté de nouveau Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous, j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Oui, très bien. Alors, donc, on parle aujourd'hui des violations israéliennes de l'accord ou du supposé donc accord de cessez-le-feu conclu le 10 octobre 2025. Ces derniers jours, il y a eu donc des agressions continues et très flagrantes de la part de l'armée de l'occupation israélienne depuis le 10 octobre, depuis le supposé cessez-le-feu. Il y a eu plus de 500 morts parmi les Palestiniens dans les territoires palestiniens. Pourquoi, selon vous, Israël insiste à violer l'accord de cessez-le-feu ou à violer cet accord ou à accentuer la pression, surtout côté humanitaire, malgré qu'on a commencé donc à mettre en évidence la deuxième phase de cet accord de paix? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est devenu impossible d'analyser la situation dans les territoires palestiniens occupés sans appeler les choses par leur vrai nom. Nous sommes face à des violations israéliennes systématiques, répétées, et même documentées. Comme vous venez de le citer, il y a plus de 500 morts et plus du double de blessés. C'est là depuis qu'on est arrivé à cet accord du président américain, M. Trump. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'Israël, malgré cet accord-là, elle continue à avoir la main libre à faire tout ce qu'elle veut parce qu'il y a une politique d'impunité contre Israël. Oui. Israël ne reçoit aucune punition pour toutes ces violations. Au contraire, on entend par l'administration américaine que c'est toujours la politique d'autodéfense continue, malgré que la population palestinienne est devenue de plus en plus faible et irrégulière. Et je pense que la situation est très claire devant nos yeux. Tout simplement, Israël essaye de son mieux de rendre la vie impossible pour les Palestiniens afin de pouvoir les expulser d'une manière, entre guillemets, volontaire des territoires palestiniens. Ça, c'est la politique israélienne et vous pouvez juger tout avec cette vue-là en comprenant que Israël veut chasser et veut expulser les Palestiniens de leur territoire, même avec l'accord de la deuxième phase que vous venez de mentionner maintenant. Cette deuxième phase, avec l'accord des Israéliens, c'est Israël qui occupe tout. Alors Israël a le contrôle de 60% à peu près du territoire de Gaza. Ça, c'est en première instance. En deuxième instance, elle a le seul mot à dire en ce qui peut sortir et qui peut rentrer de Gaza. Le nombre de rentrées est un tiers du nombre qu'elle permet de sortir, ce qui veut dire qu'elle encourage à expulser les Palestiniens. Alors si on entend qu'il y a à peu près de 30 000 Palestiniens en dehors de Gaza qui peuvent rentrer, si on parle de 50 personnes par jour, imaginez-vous le nombre de jours dont on a besoin pour que ces Palestiniens rentrent à leur territoire. Alors, soyons clairs, il y a des violations israéliennes systématiques, répétées, documentées, contre le droit international humanitaire, le droit international public et même les résolutions des Nations Unies. Et on peut dire avec une conscience claire qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés, ni d'erreurs liées à un contexte territorial. Il s'agit de politiques structurelles assumées et appliquées dans la durée avec une intensification sans précédent ces derniers mois. Ce qui a arrêté simplement, c'est le génocide. On parlait de plus de 100 personnes par jour tuées par les Israéliens pendant le génocide. Et parfois dans des jours plus que ça. Durant l'hôpital El-Ali, au début de la guerre, on a entendu 500 personnes dans une seule nuitée. Alors maintenant, on parle de quelques dizaines, ce qui ne constitue pas la manière flagrante qu'on voyait durant le génocide, mais cela ne veut pas dire que Israël a arrêté. Et tout cela est dû surtout
on doit le préciser que tout cela est à cause de la politique américaine à couvrir l'État israélien et notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahu, son gouvernement d'extrême droite, de toute punition, que ce soit la communauté internationale, que ce soit même les règles du droit international, tout cela, Israël peut le violer. Alors, vous avez parlé du communiqué qui a été publié hier avec la participation d'un grand nombre de pays, dont l'Égypte. Oui. Mais qu'est-ce que cela peut faire à un pays qui est totalement dénué de toute obligation internationale? Oui. Et en même temps, il ne reçoit aucune punition. Pourquoi pensez-vous qu'il va se plier à ce document ou tous les autres documents et initiatives qui ont été déjà faits par l'Égypte depuis le 8 octobre 2023? Oui. Tout simplement parce qu'avec une couverture américaine, avec une déception internationale, l'Europe est en train d'exclure elle-même de ce processus à cause du problème de Greenland et à cause de différentes visions sur ce sujet-là avec l'administration américaine. Alors il y a une rupture même entre les Européens et les États-Unis, ce qui rend la situation européenne beaucoup plus faible et même individuelle. On voit des pays qui reconnaissent les droits palestiniens, d'autres qui ne veulent pas les reconnaître. Et concernant toujours la réaction ou la position des pays européens, on voit aussi que sur le plan humanitaire aussi, Israël cherche à faire de la bande de Gaza une région invivable, avec tout récemment donc l'interdiction du travail de Médecins sans frontières. C'est une ONG donc qui regroupe des internationales souffrent à Gaza. Oui. Il les laisse rentrer, même pour commencer avec. On a vu les violations contre les organisations des Nations Unies qui sont dédiées à la cause palestinienne. Même ces organisations n'ont plus le droit de travailler et que personne ne force Israël à le faire. Moi, je trouve que, malgré que c'est très pessimiste, mais Israël a gagné sur tous les fronts. Ce qu'elle veut, elle est en train de le faire parce qu'on est devant une volonté internationale incapable de réagir contre les violations israéliennes d'un côté, avec un support inconditionnel américain. On vient juste d'entendre hier, de lire qu'il y a une nouvelle munition qui est en route pour Israël de la part des États-Unis. Alors, que ce soit au Conseil de sécurité, il y a un veto américain qui est devenu un mécanisme presque quasi automatique, bloquant toute résolution contraignante contre Israël et certainement affaiblissant le langage diplomatique. Ça, c'est d'un côté. Sur le plan militaire, sa couverture se traduit par un soutien matériel constant. Les livraisons d'armes se poursuivent. Juste hier, on a entendu de nouvelles livraisons d'armes qui sera bientôt en Israël pour l'aider. Israël n'a même pas le devoir de payer pour ces sommes-là, ces sommes extravagantes. Oui. Tandis que les Palestiniens, on ne cherche qu'à comment est-ce qu'on peut les ôter de tout outil de se défendre. Pour se défendre, oui. Alors les Israéliens sont livrés à eux-mêmes parce qu'il n'y a aucun pays maintenant qui ose aider les Palestiniens. Je parle de point de vue à part les efforts diplomatiques certainement, mais si on parle militaire, si on parle pour pouvoir même se défendre, c'est impossible. On demande même que les fractions de libération ou de résistance palestinienne soient totalement désarmées, livrant les Palestiniens à leur sort avec Israël quand elle le désire et tel qu'elle le désire. Cela devient, ça devient de plus en plus, et je m'excuse d'utiliser ce mot sur une chaîne internationale, mais ça devient une rigolade. On ne parle pas d'un vrai plan de paix. Maintenant, il y a deux visions pour la deuxième phase. Pour les pays qui cherchent à vraiment établir une paix durable dans la région telle que l'Égypte, alors on pense à le retrait israélien des territoires occupés. Deuxièmement, on pense
à la reconstruction de Gaza, Oui. tandis que pour les Américains et les Israéliens, c'est comment est-ce qu'on peut désarmer toutes les fractions de résistance palestinienne de toutes les armes, même si ces armes n'ont aucune valeur stratégique. Oui, bien sûr. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler sous cela? Je trouve que il me semble, s'il n'y a pas vraiment un changement, un vrai changement dans les positions des pays qui soutiennent Israël ou les pays qui ne soutiennent pas suffisamment les Palestiniens, alors je trouve que c'est une bataille malheureusement perdue. Oui, bien sûr. Alors, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et on enchaîne donc avec ce reportage sur le rôle de l'Égypte. L'Égypte qui est un partenaire indispensable dans les équations de la stabilité au Moyen-Orient. La rencontre qui a réuni le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Donald Trump en marge du Forum économique mondial de Davos reflète bien sûr clairement la profondeur du partenariat entre l'Égypte et les États-Unis, le partenariat stratégique, et confirme la position avancée qu'occupe l'État égyptien sur la scène internationale. Tout de suite, le point. La rencontre ayant réuni le président Abdel Fattah el-Sisi et le président américain Donald Trump en marge du Forum économique mondial à Davos est considérée comme une confirmation de